Cette session sera animée par Monsieur François Guin, que j'appelle à me rejoindre, les journalistes et rédacteurs en chef. J'invite également les deux autres intervenants présents avec nous, Monsieur Charles de Guire, président, directeur général et fondateur de Kinova Robotics, et Monsieur Nicolas Paget, directeur général délégué de Waga Énergie. Et je vous présente également Madame Séverine Jouanneau-Silarbi, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre à Paris. Madame Silarbi est déléguée générale de la société Tenerdis. Messieurs, madame, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous rejoindre pour ce deuxième panel de la matinée. Mon nom est François Guin. Alors, nos invités sont des acteurs au quotidien de la transition énergétique et industrielle, en transformant des ressources inexploitées, en faisant évoluer la robotique, ou encore en favorisant la croissance d'une activité durable. Tous innovent, investissent, développent ici en France et bien sûr au Canada. Alors, nos invités, effectivement, on vient de nous les présenter. Je vais commencer avec vous, Séverine Jouanneau. Vous êtes déléguée générale de Tenerdis. Tenerdis, qui est un pôle de compétitivité dans la transition énergétique basé en Auvergne-Rhône-Alpes. Combien d'adhérents avez-vous et que faites-vous pour eux au quotidien? Alors oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on a environ une bonne 300aine d'adhérents au niveau du pôle. Si j'ajoute l'ensemble des laboratoires, on est plutôt autour de 350. Puisqu'effectivement, nos adhérents, ce sont des entreprises, mais aussi des laboratoires de recherche, des collectivités, des acteurs académiques, donc à la fois des acteurs privés, des acteurs publics. Leur point commun, c'est qu'ils vont travailler tous dans la transition énergétique et en particulier sur les énergies renouvelables. Donc, ils sont tous acteurs de la chaîne de valeur des énergies renouvelables, soit sur leur production, soit sur leur distribution, leur stockage ou bien leur distribution. Donc, on va retrouver des acteurs de l'éolien, du biogaz, du solaire, de l'hydroélectricité. Et puis, dans les moyens de stockage, on va retrouver aussi l'hydrogène, les batteries, la distribution, tout ce qui est autour des réseaux, de la gestion du mix, etc. Et nous, ces acteurs-là, en fait, on les accompagne pour innover. Ça, c'est le premier axe qu'on développe. Donc, on les aide à faire émerger, en fait, autour de tout cet écosystème d'acteurs, des projets innovants dans la transition énergétique. Et une fois qu'on a identifié ces projets, on travaille à les orienter sur les bons guichets de financement, qui soient des financements régionaux, des financements nationaux ou des financements internationaux pour mener à bien ces actions. Et puis, plus globalement, on accompagne nos adhérents sur leur développement économique, leur croissance, donc avec un certain nombre de réseaux de partenaires. Et puis, ça, on va le faire aussi au-delà des frontières, donc notamment au niveau de l'Europe et au niveau de l'international. Sur le volet international, on a des liens assez forts avec le Canada depuis de nombreuses années, côté Tenerdis. Depuis la création du pôle, je crois qu'il y a eu vraiment des liens assez forts. Il y a un certain nombre de liens avec des clusters canadiens qui sont en place, donc au travers de l'International Clean Tech Network. On est notamment en lien avec Ecotech Québec. Également aussi un cluster qui a rejoint ce cluster de clusters, c'est le cluster qui est basé à Vancouver, Foresight. Donc c'est également un cluster avec lequel on travaille. Et puis tout récemment, là, on a des liens qui sont en train de se créer, qui vont se matérialiser par un partenariat très très bientôt. Donc le cluster Innové sur tous les aspects énergie électrique, donc qui doit être au Québec, donc avec lequel on va entreprendre aussi des liens. Et puis de fruits de toutes ces relations, on a accompagné au travers d'un certain nombre de missions à la fois des entreprises françaises à aller exporter ou s'installer au Canada, et à l'inverse, des entreprises aussi canadiennes qui sont venues s'implanter en France, comme Boralex, HPQ, des acteurs comme ça, ou WSP également. Et donc, pour aller au Canada, on pourrait citer dans nos adhérents des acteurs qui se sont implantés là-bas. Il y a donc Lancé, par exemple, qui est une société qui s'est implantée au Québec. Apix Analytics aussi, qui fait des capteurs. Waga, bien sûr, je le laisserai lui en parler. Il y a également Prodeval aussi sur les biogaz qui est implanté à Laval, je crois,
au Canada, et puis TerraVolt, qui tout récemment là, a créé une joint venture avec SDG Energy au Canada. Voilà, tout ça, ce sont des acteurs donc plus ou moins en proximité ou en lien avec le pôle, mais c'est dans l'écosystème, je dirais, de nos adhérents que toutes ces rencontres peuvent se faire. Voilà, donc Voilà un petit peu nos actions. Et puis évidemment, on peut avoir aussi des financements, hein, des appels à projets. Alors, il n'y en a pas en ce moment, mais il y en a assez régulièrement, des appels à projets France-Canada pour soutenir l'innovation des entreprises. Donc là, ça peut être aussi des leviers intéressants à aller chercher. Voilà. alors, on va passer tout de suite à un de vos adhérents, effectivement, qui est Waga Énergie. Nicolas Paget, bonjour. Alors, vous faites du biogaz. Vous allez nous expliquer un peu votre techno. C'est du biogaz, mais pas assez le biogaz, c'est pas assez bio, donc il faut le dépolluer, en fait, c'est ça, pour pouvoir en faire quelque chose de véritablement intéressant. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors, vous avez capté du méthane. Le méthane, c'est terrible, hein. C'est le gaz à effet de serre le plus épouvantable qui soit. On n'a pas le droit, d'ailleurs, de le laisser s'échapper comme ça. Il faut le brûler. C'est dommage, on peut en faire autre chose. Ce que vous faites, expliquez-nous. Merci François, et merci aussi à l'opportunité qui m'est donnée de partager l'expérience de Waga Énergie et d'une entreprise française qui s'est implantée au Canada. Vous m'avez tendu plusieurs perches, donc il va falloir que je recentre un petit peu. Juste pour vous expliquer exactement notre secteur d'activité, vous avez entendu parler de biogaz. Le biogaz, j'espère que vous êtes tous conscients de qu'est-ce que c'est ce gaz. C'est un gaz qui est produit par la dégradation de la matière organique qui peut être contenue dans nos déchets, qui peut être aussi des résidus de culture. Donc souvent on associe ça à ou de l'agriculture ou des industries de l'agroalimentaire. Une grande partie de ces biogaz qui sont peu valorisés, mal valorisés ou perdus, c'est tous les biogaz qui vont être générés par l'activité de la gestion des déchets de nos poubelles, déchets municipaux, qui ne trouvent pas de filière de recyclage et qui vont finir enfouis dans des sites. Donc en France, on appelle ça des centres d'enfouissement, ou des ISDND plus particulièrement, des centres d'enfouissement, et je crois que ça a changé de nom récemment aussi au Canada, ou des landfills en anglais. Ces centres-là produisent un biogaz qui, effectivement, va être produit sur des sites de très grande taille, plusieurs hectares, avec des difficultés de captage. Il y a une obligation de captage, comme vous le disiez. Le méthane, c'est le gaz dans la prochaine décennie qu'il faut absolument adresser pour limiter l'impact sur le réchauffement climatique. Aller capter le méthane, le valoriser, remplacer le fossile par le substitut renouvelable qui est le biométhane. C'est notre objectif. Et sur ces sites, pour le faire, il fallait une rupture technologique. Ce qui existe actuellement, des systèmes d'épuration classiques n'étaient pas assez performants, parce que là maintenant, ça fait quand même 8 ans que Waga sait faire. Mais il fallait une petite touche en plus. Cette petite touche en plus, elle a mis du temps à aboutir. Elle a d'abord été développée au sein d'Air Liquide. Donc, Waga Énergie, ce n'est pas simplement une entreprise qui est née de la volonté de 3 ingénieurs. C'est aussi un essaimage d'une grande entreprise spécialisée dans la valorisation des gaz et la production des gaz, qui est Air Liquide. Et au moment de passer à l'étape de la réalisation, on peut dire que la machine à Air Liquide s'est un peu grippée, parce que c'est un secteur d'activité qui est complexe, qui à l'époque en France semblait être petit. Et c'est là où la volonté quand même de faire a pu permettre de créer Waga Énergie, donc avec mes associés, en arrivant à convaincre Air Liquide de nous laisser partir avec le carton, les plans, et de nous accompagner quand même. L'idée part des États-Unis d'ailleurs à l'origine. Hein. Oui, on a pu faire la boucle. L'histoire, la grande histoire, c'est que aux États-Unis, ils se sont rendus compte, et c'est étonnant que ça vienne des États-Unis, mais ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient valoriser ces gaz-là et les injecter sur les réseaux de gaz. Ils n'avaient pas la technologie, ils ont demandé à la France de la développer, puisque le centre de compétences R&D d'Air Liquide, à ce moment-là, était en France pour les applications cryogéniques, puisqu'on pourra y revenir. Et c'est dans ces équipes-là qu'on a initié le développement. Une fois que tout était prêt, et au moment de passer à l'acte, il a fallu faire un petit peu cet exercice d'essaimage pour donner de la flexibilité et puis trouver vraiment le moteur de développement de ces projets, ce qu'on a réussi à faire à Waga il y a 8 ans. Et maintenant, notre objectif, c'est de retourner aux États-Unis pour aller démontrer sur place qu'ils avaient raison
mais qu'ils avaient besoin d'un petit peu d'aide. Alors, vous allez retourner aux États-Unis, vous y êtes d'ailleurs, vous êtes également au Canada. On va bien sûr y revenir dans quelques instants. Charles de Guire est notre troisième invité aujourd'hui. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le PDG et cofondateur de Kinova Robotics. Alors, comme son nom l'indique, vous faites des robots. Des robots au service de l'homme, me dites-vous. D'ailleurs, votre entreprise a son origine dans une histoire familiale. Racontez-nous. Merci beaucoup de m'ouvrir la porte comme ça. Merci à tout le monde d'être là. Donc oui, Kinova Robotics, fondé au Canada par moi et mon associé lorsque nous étions encore étudiants à l'université. Donc un peu cas typique, beaucoup d'entreprises similaires à la nôtre au Canada. Des étudiants qui connaissaient très bien la robotique, qui est un domaine fort, qui est un domaine de prédilection du Canada. On avait été inspiré par le bras spatial canadien, qui est déjà le premier qui a été lancé il y a plus de 40 ans, donc avant que j'arrive, et qui a permis de créer cet écosystème-là sur la robotique. Donc, forte passion sur la robotique. En même temps, j'ai grandi avec 3 oncles atteints de dystrophie musculaire, donc des utilisateurs de fauteuils motorisés qui perdaient leur capacité physique à chaque année. Et là, j'ai joint ma réalité familiale avec ma passion de la robotique, développer un robot qui n'allait pas remplacer mes oncles, mais qui allait leur donner un outil, qui allait leur permettre de s'alimenter seuls en contrôlant un robot avec leurs yeux, avec le menton, avec le souffle, avec peu importe ce qui bougeait encore sur leur corps, même si ça bougeait de moins en moins à chaque année, ils gardaient un niveau d'autonomie constant, et même dans certains cas croissant. Donc on a développé ce robot-là, et mettez-vous un peu dans l'idée, 23 ans, on développe un robot qui est le prix d'une petite voiture pour des gens qui, la majorité du temps, ne travaillent pas ou travaillent très peu. Et on a quand même réussi au Canada à se trouver un écosystème, un environnement qui nous a financé, qui nous a permis, avec des outils non dilutifs, d'arriver à un premier produit. Et ensuite, comme plusieurs entreprises canadiennes, quelques beaux petits succès au Canada, notre premier client réel est venu des Pays-Bas. Premier client, premier contrat d'1 million aux Pays-Bas. Donc vraiment, le Canada était pour nous un tremplin pour réaliser notre progrès technologique avec des partenaires qui étaient très ciblés sur les avancées en robotique qui étaient disponibles dans les universités, dans les centres de recherche. Et ensuite, ça a été notre tremplin vers l'international. Aujourd'hui, fast forward 17 ans, on est présent dans plus de 42 pays. On a 96% d'exportation. Les usines sont toutes basées au Canada. Donc, on a des bras robotiques fabriqués au Canada. Et on est parti des aides techniques pour les personnes en fauteuil motorisé. On a ensuite évolué vers des plateformes chirurgicales. Notre plus gros client, Johnson & Johnson, se sert de nos robots. Donc, on a développé en collaboration avec eux une plateforme chirurgicale pour faire des diagnostics de cancer du poumon et traiter les cancers du poumon. Donc, vraiment, encore là, au cœur, nous, notre spécialité, c'est les robots. Et des partenaires comme Johnson & Johnson, leur spécialité, c'était les instruments chirurgicaux qui viennent au bout des robots. Et le même concept, on ne remplace pas le chirurgien. On lui donne un outil qui est un peu plus développé que ses mains, qui sont un peu les mêmes depuis la dernière centaine d'années, pour lui permettre de faire des interventions qui étaient inimaginables pour eux il y a même 10 ans. Donc, on leur donne un outil robotisé. Et tout ça, encore une fois, ça vient un peu du leadership. Le Canada qui a lancé le bras spatial canadien. Les astronautes continuent d'aller dans l'espace, mais pour bien des tâches, ils vont utiliser ce bras spatial pour être capables de réduire leurs risques, pour être capables de manipuler des charges plus lourdes et de se donner une certaine distance, une certaine vision sur la problématique. Donc, que ce soit dans les chirurgies, que ce soit avec les personnes en fauteuil motorisé, c'est ce concept-là de la technologie au service de l'être humain qu'on pousse depuis maintenant 17 ans. Et on a lancé l'été passé notre nouvelle division dans le milieu industriel. Donc, ce même concept-là, il y a des tâches très répétitives, risquées, que ce soit dans le nucléaire, que ce soit dans la machinerie, où on peut permettre d'avoir un outil qui va améliorer les capacités puis qui va réduire les risques. Donc, un peu l'histoire de Kinova, mais à travers tout ça, ce qu'on peut regarder pour ceux qui souhaitent lancer des entreprises ou qui souhaitent dépasser des frontières technologiques. Et nous, on a réussi à le faire à 23 ans avec très peu de capital, avec beaucoup d'outils, beaucoup de support, beaucoup de collaboration de tout l'environnement qui était là. Et ça a vraiment été notre tremplin pour l'exportation depuis le tout début. Alors, on va revenir à votre business dans un instant, Charles de Guire. Du côté de Waga Energy, je le disais tout à l'heure, vous êtes maintenant depuis quelques années implanté au Canada, au Québec en particulier. Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous êtes allé y chercher également?
Et comment ça s'est passé? On va commencer par qu'est-ce que vous y faites? Ce qu'on y fait, c'est qu'on y développe les mêmes projets qu'on développe en France. Notre activité, c'est de développer conjointement avec des gestionnaires de déchets des projets pour aller sur leur site, valoriser leur biogaz et l'injecter dans les réseaux en France, ça va être GRDF, au Canada, au Québec, ça va être Énergir. Donc on va développer des projets, construire les machines, investir les machines et ensuite opérer sur le long terme ces machines qui sont assez spécialisées et un peu complexes pour produire et valoriser le mieux possible le biogaz. Donc au Canada, on y est depuis 4 ans et on est arrivé là-bas en fait un peu par, comme vous l'avez déjà évoqué, en se disant que ce serait une bonne première marche pour arriver en Amérique du Nord. Mmh. Et après, on a trouvé assez rapidement des contacts pour développer des projets, parce que le besoin sur tous les sites, il est présent, hein, bien valoriser sa ressource, qui est souvent et malheureusement considéré comme un sous-produit. Voilà, on vient donner de la valeur et redonner à la possibilité au site, via cette valeur, d'aller capter encore mieux cette pollution. Voilà, il ne faut pas donner de la priorité au tout électrique ou à tout à l'électricité, c'est ce que vous voulez nous dire aussi? Non. Non. C'est clairement, nous, on est des militants du gaz vert, et au-delà du gaz vert, on est des militants du biométhane. Donc c'est le substitut tout de suite mobilisable pour remplacer du fossile par du renouvelable. Et pour donner un ordre de grandeur, je ne connais pas suffisamment bien les chiffres au Canada, mais l'ordre de grandeur sera à peu près le même. En France, en Europe, on va dire que sur un panel de 100 d'utilisation d'énergie, un tiers c'est pétrole-essence, un tiers c'est de l'électricité, peu importe comment on l'a fait, mais ça peut être du charbon des fois, et un tiers ça va être du gaz pour les applications industrielles, chauffage, transport. Donc ce gaz-là, il existe. Le remplacer complètement par de l'électricité, c'est dommage, puisqu'il y a des usages qui ne s'y prêtent pas. Voilà, donc le garder pour le transport, pour l'industrie chimique. Oui, le transport lourd, puisque c'est quand même un gaz qui est facilement transportable, facilement aussi liquéfiable et utilisable en mobilité. Et puis pour la chimie, donc il y a énormément d'applications où le gaz, le méthane, n'est pas remplaçable par de l'électricité. Toute la chimie fine. Donc on va au-delà de la brique techno, hein. Vous voulez également avoir l'outil industriel derrière? Non, quand même pas. Non, on va se limiter à la brique technologique qui permet l'épuration de ce gaz qui est compliqué à épurer, qui contient de l'air et qui rajoute une complexité forte. Donc on va l'épurer à un niveau de spécification quasi pur et l'injecter dans les réseaux pour le rendre disponible. Après, ce qu'on souhaite faire, bien sûr, c'est aller au-delà. Donc, le biogaz, c'est aussi du CO2. Le CO2, il y en a aussi besoin dans certaines industries. Et il est quasiment pur quand nous, on va le rejeter. Donc, on pourrait le capter, le séquestrer, avoir un impact encore plus bénéfique sur tous nos sites. Et des développements, il y en a plein, y compris au Canada. Alors, Charles de Guire. Oui, je veux rebondir un peu. Encore là, né et grandi au Québec, au Canada. Mais l'exemple ici de mon collègue est encore plus frappante. Donc, cette revalorisation-là des gaz qui était un déchet, dans plusieurs pays, dans plusieurs contextes économiques, ça pourrait être un très gros avantage. Au Québec, 100% de notre électricité provient de l'hydroélectricité depuis plus de 40 ans. Donc, on n'avait pas nécessairement besoin de cette technologie-là. On est un exportateur net au Canada de gaz naturel, donc on n'a pas de problème d'approvisionnement. Mais malgré tout, ils ont réussi à trouver des sites qui voulaient aller dans cette direction-là. Et c'est cette volonté-là d'adopter l'innovation qui est un moteur de croissance au Canada. Encore une fois, notre coût d'énergie au Québec, entre autres, ou dans l'ensemble du Canada, est un ordre de facteurs important, plus bas qu'en Europe. Donc, ce n'est pas pour des raisons macroéconomiques que vos premiers sites ont été intéressés. C'est vraiment pour ce facteur-là de l'innovation et d'être un acteur de transformation dans cette transition-là. Fait que cette volonté-là va nous pousser, en tant que société, à vouloir attirer ces projets-là, à vouloir collaborer avec ces projets-là, même si des fois la justification économique pourrait être beaucoup plus grande dans d'autres juridictions. Mais on a cette capacité-là, on a ce désir-là de prendre le risque, de partager le risque et d'être un acteur dans cette transformation-là. Donc, c'est une belle histoire de succès qui
le Japon aurait beaucoup plus à gagner d'adopter vos technologies que le Québec. Et plusieurs pays européens aussi auraient beaucoup plus à gagner que nous autres, mais on se fait une mission de vouloir être un acteur. Donc, c'est un choix qui a été fait au Canada et qui va perdurer, qui va ne pas changer, même si les tendances vont changer, même si les prix du gaz vont changer un petit peu dans les prochaines années. Ça ne changera pas cette volonté profonde-là de vouloir être un acteur de la transition. C'est bien noté. Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé? C'est facile comme ça de sauter le pas et de monter une filiale au Canada? Comment vous avez été accueillis? Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Qu'est-ce qui facilite effectivement les choses? On pense à la langue tout de suite, effectivement. On parle français, c'est peut-être plus facile. Est-ce que c'est si facile que ça tout de même? Alors, notre aventure à nous est un peu compliquée parce on est arrivé pour monter la filiale 1 ou 2 mois avant le Covid. Donc derrière, tout s'est refermé et ça a été un petit peu plus compliqué. Mais par contre, on a été très accompagné et par des acteurs français, BPI notamment, Tenerdis, qui aident quand même au travers du réseau à prendre l'expérience auprès des pairs. Et sur place, donc, on était aussi bien accompagnés, bien accueillis, notamment dans le contexte de notre projet par la région de la Mauricie. Alors, je ne sais pas si on dit région, mais par la Mauricie, en tout cas. Et d'autres acteurs. Ça s'est extrêmement bien passé. Disons que l'atterrissage s'est très bien passé. Après, ce qui est un petit peu compliqué pour un Français quand il arrive au Québec, et on se faisait de fausses idées, je pense, là-dessus, c'est qu'on parle la même langue, mais on n'a pas la même culture. Et je pense que là, après 4 ans, maintenant, on sait beaucoup mieux et se parler et se comprendre. Mais c'est vrai qu'au départ, ça pouvait ressembler à un dialogue de sourds sur des choses. Nous, contrairement à ce que j'ai pu peut-être entendre précédemment, on est dans une industrie lourde qui, dans chaque géographie, a un historique très fort en fonction de ce qui s'est passé au niveau des accidents principalement, qui ont eu lieu dans les pays, avec des réglementations et des manières d'appliquer la réglementation très différentes. Et en fait, on a été complètement désarçonnés. Et c'est seulement une fois qu'on a réussi à embaucher des Québécois, comprendre avec eux comment ça se passait, comment eux travaillaient dans leur pays, qu'on a pu retrouver une dynamique et une sérénité sur la réalisation de nos projets. Parce qu'il y avait vraiment des moments où... on ne parle pas la même langue pour le coup. Non, et c'était... Alors, eux disaient que c'était de l'arrogance, nous on disait que c'était de l'expérience, mais on était fiers de notre techno, on la connaissait sur le bout des doigts, et en fait on ne comprenait pas qu'on remette systématiquement tout en cause. Et au final, on a compris, notamment parce qu'on ne gère pas le risque de la même manière, et des ingénieurs au Québec, ils doivent endosser un risque qu'on n'a pas à endosser en France, et ça changeait complètement le point de vue. Il nous a fallu à peu près 1 an et demi, 2 ans pour le comprendre, mais maintenant c'est bon. Donc le premier conseil à donner comme ça aux investisseurs, aux entreprises qui veulent sauter le pas, c'est de s'acculturer rapidement, de bien comprendre comment les choses fonctionnent. C'est vrai qu'on arrive avec un business qui marche, qu'on a l'impression de maîtriser, mais on le maîtrise sur un marché qui est pas celui-là, qui est le marché français ou européen, et que quand on arrive là-bas, il faut aussi changer son logiciel pour le coup. C'est ça ? C'est exactement ça. Et je pense en fait qu'il a fallu pour nous retrouver l'agilité qu'on a eue quand on est parti d'Air Liquide et qu'on avait peut-être oublié d'avoir au bon moment quand il a fallu se remettre dans un contexte où toutes les règles potentiellement changeaient. Et ce qui a vraiment pris du temps, c'est qu'en parlant, au Québec, en parlant français, on se sentait à l'aise, la discussion était facile, mais la compréhension plus difficile. Séverine Joanneau, vos adhérents, quel retour vous avez de leurs difficultés ou de leur bonheur dans ce genre d'aventure? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je pense que globalement, les adhérents qui s'exportent comme ça sont très satisfaits. C'est toujours, effectivement, il y a cet aspect culturel qu'il faut toujours appréhender, on va dire, et voilà, ça demande un peu de temps, ça demande de l'appropriation dans les 2 sens. Je pense que c'est important et ça a bien été témoigné par M. Paget à l'instant. Donc, je pense que c'est ce qu'on retrouve un peu généralement. Après, c'est vrai que la langue facilite quand même quand il s'agit du Québec. Mais après, au niveau du Canada globalement, je pense que ça peut aussi... Enfin, on va retrouver les mêmes choses. C'est finalement la langue, c'est pas tant une barrière que ça, c'est plus la culture qui peut être un frein et dans la compréhension. Après, moi, je souhaitais rebondir tout à l'heure par rapport à ce que j'ai entendu, parce que je trouvais ça intéressant,
quand on a commencé à parler d'énergie, il y a aujourd'hui, vu les enjeux qu'on a pour la neutralité carbone, etc., d'horizon 2050, il va falloir toutes les énergies et toutes les forces à tous les niveaux pour y arriver. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'opposition d'énergie. Il nous faut toutes les énergies renouvelables possibles et le nucléaire aussi qui est bas carbone, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, voilà, il faut vraiment qu'on associe tout ça. Et il n'y a pas de, comme on l'a évoqué, en fonction des usages, en fonction des besoins et des spécificités de certains territoires ou de certains pays, eh bien, évidemment, il va y avoir des énergies qui vont prendre un peu plus le pas sur d'autres, mais dans tous les cas, il va nous falloir l'ensemble des forces pour y arriver. Donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point que je voulais évoquer aussi par rapport à l'aspect industriel, parce que effectivement, on peut se dire, voilà, j'entendais, je vous entendais là sur Kinova évoquer les robots, etc. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en France, c'est ce qu'on ressent. Alors je pense qu'au Canada, c'est peut-être pareil, mais toute cette réindustrialisation autour de ces nouvelles énergies, pour aussi, je dirais, attirer les talents, attirer les compétences. Il y a d'énormes besoins en compétences, donc en formation d'acteurs aussi dans ce périmètre industriel des nouvelles énergies. L'aspect robotique est hyper important dans toute la partie équipement, dans la partie usine, dans la partie gestion de flux, etc. Donc, ce sont des axes dont on n'entend pas toujours parler parce que ce sont pas, on va dire, vous n'êtes pas des acteurs, des purs players de l'énergie. Néanmoins, on a besoin d'acteurs comme vous et de l'ensemble des fournisseurs aussi de composants, d'équipements, d'outils, toutes les entreprises qui travaillent sur les aspects métaux, les aspects soudure, les chaudronniers, etc. Enfin, on a besoin de tous ces métiers-là pour remettre en route toutes ces usines et toutes ces entreprises qui vont pouvoir générer les énergies de demain, quoi. Donc, je pense que tout ça, c'est aussi des acteurs et des entreprises qui peuvent avoir du business vraiment à créer et à faire dans les années à venir. Donc, que ce soit en France ou au Canada, je pense que c'est un peu la même chose. Voilà, c'était vraiment ce point-là sur lequel je voulais rebondir également. Voilà, la transition énergétique, effectivement, ça concerne des secteurs qui sont nombreux et variés. Charles de Guire, vous cherchez des partenaires également. Vous ne pouvez pas travailler dans votre coin tout seul. Quels sont vos souhaits dans ce domaine ? Merci beaucoup. Donc, oui, Kinova, on continue de développer. Comme j'ai dit, on a lancé dans le monde industriel. Cette transition-là, au niveau numérique, continue d'ouvrir énormément d'opportunités. L'Amérique du Nord est relativement en retard sur sa robotisation par rapport au Japon, par rapport à la Corée du Sud, même par rapport à l'Allemagne. Donc, ils nous attendaient. Maintenant, on est prêt à les aider à se robotiser. On est bien content qu'ils vont s'attaquer à rattraper ce retard-là sur la robotisation. Mais on va chercher des partenaires qui connaissent les procédés, qui sont des experts dans leur processus, dans leurs procédés, et qui vont bénéficier dans les prochaines années de robotiser soit leurs produits ou soit leurs opérations. Et vraiment, ça, c'est la complémentarité que nous, on amène avec nos équipes. Comme je donnais l'exemple de Johnson & Johnson, celui-là est public, donc on peut en parler, mais c'était vraiment des experts au niveau des instruments chirurgicaux. Il n'y avait aucune équipe robotique chez Johnson & Johnson quand on est rentré avec eux autres. Et on a complémenté leur expertise. Donc, si vous êtes dans un secteur d'activité qui avait une expertise de processus, de procédés très précise, qui pourrait bénéficier d'une robotisation, ça, c'est le genre de partenaire qu'on regarde. Les autres partenaires qu'on va chercher, puis qu'on encourage aussi à faire la même chose, c'est de se faire contaminer. Tu sais, à Montréal, où on est, il y a un pôle d'excellence de calibre mondial au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la cybersécurité, on en parlait. On a beau parler de transition numérique, transition vers la cybersécurité, c'est des choses qui sont en place depuis des décennies. Quand on développe un robot entouré de tous ces experts, bien, évidemment, notre robot inclut déjà l'intelligence artificielle, notre robot est déjà future-proof pour la cybersécurité, puis c'est des choses qu'on travaille continuellement. On a le robot qui consomme le moins d'énergie en opération, mais aussi on a un robot qui a une des plus faibles empreintes écologiques en production, étant donné notre chaîne d'approvisionnement qui est majoritairement en Amérique du Nord et au Québec. Donc, tous ces pôles d'expertise viennent nous contaminer. Et on cherche toujours à se faire contaminer davantage. Donc, vous avez des centres d'expertise aussi, des
pôles de compétitivité en France qu'il faut connecter avec nos pôles de compétitivité au Canada et au Québec, qui vont nous permettre de se faire contaminer par vos technologies, par votre influence, par votre culture d'innovation, puis qui va nous rendre en tant que corridor d'innovation beaucoup plus innovants. Je pense que mon souhait, et pourquoi on est bénévole et on vient ici en France pour vous parler des attraits du Canada, mais c'est de renforcer ces ponts-là. Car ce corridor d'innovation-là, que ce soit Europe ou en fait plus particulièrement ici, que ce soit France-Canada, c'est ce qui va nous rendre, nous, plus compétitifs dans les 30-40 prochaines années. Tu vois, on n'a pas à se le cacher. En robotique, notre compétition en Asie, elle est très forte. Le plus grand centre d'adoption de robots au monde, c'est la Chine. Okay? Donc, c'est pas caché. C'est très, ils adoptent 50% de tous les robots qui sont produits sur la planète. Donc, on doit se relier. Le Canada n'aura pas les réponses seul. La France n'aura pas les réponses seule. C'est en travaillant ensemble qu'on va être capable de compétitionner à l'échelle mondiale. Donc il ne faut pas laisser passer ce coche de l'automatisation. Srévienne Joanneau, on parlait de collaboration entre les pôles de compétitivité, ou Charles de Guire en parlait en tout cas, entre le Canada et la France. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous allez d'ailleurs, dans quelques semaines ou quelques mois, partir avec des entreprises françaises au Canada dans le cadre d'un échange, justement, avec... Oui. Oui, effectivement, il y a une mission. Alors, nous, on est partenaire, simplement, on ne va pas se rendre cette fois-ci au Canada, mais par contre, on est partenaire de Business France. Il y a une mission qui est organisée au mois de mai, là, vers le Canada pour accompagner des PME, justement, dans l'optique d'innover ou de créer des partenariats, voire de s'implanter au Canada. Et donc, nous, on relaye bien sûr cette mission-là à nos membres, à notre réseau. Et donc, on peut aussi avoir des tarifs préférentiels, hein, des tarifs à pris en charge à 50%. Pour accompagner ces PME lors de cette mission-là. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est bientôt, c'est au mois de mai. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis effectivement, les clusters, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on a de plus en plus de liens avec ces clusters canadiens. Et je pense qu'au travers de nos réseaux respectifs, il y a des choses à construire, tant sur le développement industrielle et économique que sur l'innovation. Et vous l'avez bien dit, l'innovation, c'est par ce biais-là aussi qu'on va rester pérenne, que les entreprises vont rester pérennes sur la durée et qu'on va réussir à faire face à d'autres secteurs du monde qui sont bien en avance sur certains sujets dont on a parlé tout à l'heure, notamment l'Asie. C'est clair que il y a du grain à moudre et on a intérêt plutôt à allier nos forces en Europe et au Canada, sur l'ouest, on va dire, du monde, là, pour promouvoir les innovations et les déployer, surtout, aller plus rapidement sur le développement de ces innovations sur le terrain. Nicolas Paget, il y a une forte volonté d'investissement au Canada dans le secteur de la transition énergétique. C'est aussi pour ça qu'on y va. Quel est l'avenir pour vous? Vous allez continuer à vous développer. On a parlé du Québec, mais je crois que votre destination future, c'est l'Ontario. Oui, alors, juste pour revenir sur le développement des technologies et des innovations, c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de capital au bout d'un moment. On a, nous, une activité qui est particulièrement demandeuse de capitaux, puisqu'on investit nos machines. C'est des machines qui coûtent plusieurs millions. On n'est pas sur des petits éléments, c'est quand même des grosses usines. Et on a trouvé déjà au Québec des similarités avec ce qu'on connaissait en France. On connaît bien notre réseau. Et on a pu travailler avec des acteurs du financement, Invest in Québec, qui nous a permis d'envisager notre déploiement, d'envisager aussi la suite. Donc avant l'Ontario, déjà, on a pu, nous, gagner un marché en British Columbia, donc à Vancouver. Comme ça, maintenant qu'on a couvert quasiment tout le Canada d'est en ouest, il reste à faire des petites implantations au milieu. Et effectivement, notre activité étant très liée au bassin de population important, le prochain marché qu'on souhaite développer, c'est l'Ontario, qui concentre des grandes villes et malheureusement des grosses densités de déchets.
Très bien. Une grosse unité en Colombie-Britannique. Au Canada, en fait, on a des petites installations, mais la première déjà qu'on réalise au Québec, c'est une grosse installation. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est des installations qui vont produire à peu près 2000 litres de diesel par heure. Et c'est quasiment la même qu'on fait à Vancouver. Très bien. Merci beaucoup. Charles de Geer, un mot sur vos développements futurs. Je sais que vous êtes en Allemagne déjà. Donc, on va continuer notre croissance, évidemment. Au Canada, de l'autre côté, on est avec ces idées de grandeur. Hein. On est entouré de beaucoup d'espace. Et Kinova n'en fait pas différence. Donc, nous, on souhaite continuer notre croissance à l'international. On parlait beaucoup de main-d'œuvre. On en a moins parlé sur ce panel-ci. Mais vraiment, la stratégie, c'est d'établir des centres d'expertise, donc des satellites à Kinova, que ce soit en Europe, que ce soit à différentes places à travers le Canada, pour être capable de supporter davantage nos clients. Vraiment faire une grande poussée au niveau de notre division industrielle. Il y a beaucoup à accomplir, que ce soit au niveau de l'automatisation des processus, au niveau de l'automatisation des produits eux-mêmes qui ont besoin de davantage de robots. Donc, on souhaite continuer notre croissance, continuer nos collaborations. L'élément médical, donc que ce soit chirurgical ou les aides techniques, c'est encore aujourd'hui 80% de nos revenus. Ça va rester un acteur fort. Mais le volet industriel, avec les pénuries de main-d'œuvre, c'est vraiment très complémentaire à ce qu'on faisait déjà. Donc, encore la croissance, vous allez encore me voir en Europe dans les prochaines années. Et si vous venez à Montréal, ajoutez-nous, connectez avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous faire visiter la ville, nos usines à robots et nos partenaires. Merci à nos invités aujourd'hui, Séverine Joanneau, Charles de Geer et Nicolas Pagé. Merci beaucoup.